Bienvenue dans le podcast Vérité, créé pour les entrepreneurs, avec des entrepreneurs, mais qui ne parlent pas d'entrepreneuriat. Je suis Ombeline Becker, j'accompagne depuis plus de 10 ans ces femmes et ces hommes qui portent une mission pour changer le monde, élever les consciences et créer un impact positif dans notre société. L'entrepreneuriat devient la meilleure façon d'avoir de l'impact. Mais chez ces entrepreneurs, j'ai souvent constaté un abandon de leur intégrité, de leurs besoins, de leur bonheur. Ils se sacrifient pour prioriser la performance ou minimiser leur véritable pourquoi, par peur de perdre ce qui a déjà été construit. Dans ce podcast, j'ai décidé de leur redonner la parole parce que je sais que l'entrepreneuriat est surtout un chemin d'éveil, de transformation qui remet nos valeurs spirituelles au cœur de nos entreprises et donc de la société. Et si ces entrepreneurs nous montraient qu'il n'y a plus à choisir entre réussite économique et impact sociétal, entre argent et amour? Et si ces entrepreneurs étaient les nouveaux leaders spirituels? Pendant 1 heure, je vous emmène sur un chemin de traverse, là où l'entrepreneuriat élève nos esprits, nos cœurs et nos âmes. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Elisabeth Doyle, fondatrice de Aves Formation. Elisabeth est une entrepreneure singulière, hypersensible, maman de 2 petits garçons. Elle est américaine, elle vit en Italie et son entreprise est française. Aujourd'hui, Aves Formation, c'est une équipe de 13 personnes, une trentaine de formateurs indépendants, une quinzaine de formations au catalogue, plus de 10 000 stagiaires formés ces 5 dernières années, un taux de satisfaction de plus de 95%. Dans ce podcast, Elisabeth raconte comment elle a accepté son hypersensibilité et à quel point ça lui a permis d'être une chef d'entreprise épanouie, les conseils qu'elle donne aux entrepreneurs hypersensibles, pourquoi elle a vécu un burn-out, et la question qu'on s'est posée, c'est le burn-out vient de l'entrepreneuriat ou de la maternité? À quel point aussi son obsession aujourd'hui est le bien-être de ses équipes et ce qu'elle a mis en place concrètement pour cela. Comment elle a bâti la culture de son entreprise grâce à son hypersensibilité. Comment sa place dans l'entreprise a évolué en 10 ans. Et tout ce qu'elle peut percevoir dans les cycles du chemin de l'entrepreneuriat, les périodes de crise, de changement, de perte de sens. Ce moment aussi où elle aurait pu quitter son entreprise et la vendre. Vous découvrirez qu'au fur et à mesure de notre conversation, elle touche à son véritable pourquoi. Et à quel point ça crée un soulagement pour elle. Si cette conversation vous inspire et résonne pour vous, merci de nous le faire savoir, de partager sur les réseaux sociaux ou ne serait-ce que sur WhatsApp à d'autres entrepreneurs, hypersensibles ou non d'ailleurs. Et puis moi je vous retrouve à la fin. Bonne écoute. Bienvenue Elisabeth dans ce podcast Vérité. Un grand merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi pour l'invitation, même si j'appréhende un petit peu. C'est vrai? Oh. Moi aussi, tu sais, j'appréhende toujours au début d'une conversation. Je me dis, est-ce que dans cette conversation, on va encore réussir à exprimer la vérité de l'entrepreneuriat? Est-ce que mon invité va se sentir bien et va repartir aussi avec quelque chose de cette conversation? Donc voilà, toute mon intention aussi pour toi aujourd'hui. Avant de commencer, avant de plonger dans nos thématiques préférées, est-ce que tu aimerais nous dire où est-ce que tu te situes maintenant pour qu'on puisse t'imaginer dans ton environnement? Alors, je suis dans ma cuisine. C'est une de mes pièces préférées. Il y a une grande baie vitrée qui donne sur le jardin. J'ai beaucoup de soleil. J'ai ma tasse de thé dans mes mains. Je suis en Italie, à côté de Milan. Et ça fait à peu près 4 ans que je vis en Italie. Magnifique. Moi, je connais très bien l'Italie en plus, donc j'imagine très bien ton environnement. On peut dire aussi que tu es d'origine américaine pour Oui. expliquer Cet cet accent so sexy. J'ai jamais réussi à perdre mon accent. Ah non, mais surtout garde-le.
Donc oui, je suis américaine et bah, j'ai grandi aux États-Unis. J'ai toute ma famille là-bas. Et en 2009, je suis partie en France d'ailleurs et j'ai vécu 10 ans en France avant de venir en Italie. Et ton entreprise est française. Oui, c'est ça. Mm. Donc, ça donne encore plus de singularité à ton profil, je trouve. Une Américaine qui crée une entreprise en France et qui vit en Italie. Je trouve ça très Oui, fort. j'ai du mal à expliquer ça quand je me présente à une nouvelle personne. C'est un peu bizarre, mais voilà, ça me va bien. Mmh. C'était important pour moi que tu aies ta place dans ce podcast parce que, j'admire beaucoup ton parcours, en tant que femme, en tant que chef d'entreprise. Je trouve que, comme je te le disais juste avant, tu incarnes très bien de nouveaux codes de réussite au féminin et mmh et j'espère de tout mon cœur, en fait, que notre conversation va inspirer, beaucoup de femmes aussi, à changer les codes, à réussir autrement, à oser la douceur, la gentillesse, la bienveillance, le respect, voilà des valeurs honorables et de montrer que c'est possible d'incarner ça et de réussir en tant que chef d'entreprise et maman. Mm. Je l'espère aussi et je pense que c'est peut-être quelque chose, au début, je le voyais comme une faiblesse, je pense, Mmh. que j'arrivais pas à être assez, je sais pas, assez forte, assez stricte, je sais pas quoi, mais j'avais l'impression de ne jamais être assez de quelque chose. Et j'ai découvert l'année dernière que j'étais hypersensible. Donc, j'ai découvert ça pendant des échanges avec un coach et avec une psychologue. Et ça m'a, ça m'a beaucoup aidé dans le sens où j'ai pu accepter cette partie de moi et, et j'ai accepté aussi d'être vulnérable, en fait, de dire, OK, voici qui je suis. Mmh. C'est ma façon de faire et, et, et ça va très bien, en fait. Oui, bien sûr et puis qu'en fait, tu as juste à être toi pour que ça aille bien. Hem, est-ce que tu aimerais nous donner les grandes lignes de ton parcours? Pour que les auditeurs Euh, te connaissent un peu mieux? je pense que le début, on va dire, c'était aux États-Unis. Donc déjà, une enfance bien entourée par beaucoup de cousins et cousines. Ma mère vient d'une famille de 10 enfants. Ah Donc oui, on était une très tribu. nombreux. Et j'ai gardé de très bons souvenirs de cette période où j'ai eu beaucoup d'indépendance aussi. J'ai toujours été la plus grande, on va dire. J'étais une sorte de leader de mes cousins et cousines. On jouait tout le temps ensemble. Je dirais que j'ai créé même ma première école avec eux quand j'avais 10 ans. Donc, c'était le début de l'histoire, je pense. Et puis après, au lycée et à l'université, j'ai commencé à étudier le français. Et c'est ça qui a, qui a déclenché le premier gros changement de vie et qui m'a donné envie, du coup, de voyager et découvrir la France en Mmh. vrai, pas juste dans les livres, dans les cours, etc. Donc, j'ai pu partir plusieurs fois pendant mes études et puis après mes études, j'ai décidé de partir encore une fois et faire un stage en France. Donc, l'aventure a commencé comme ça en 2009. J'ai découvert une vie qui me convenait. Je trouvais que les Français avaient une façon différente de vivre par rapport aux Américains. Ouais. J'avais l'impression de voir un peuple qui prenait du temps pour apprécier les choses, les moments ensemble, la bonne bouffe. On pouvait passer des heures et des heures à table, etc. Donc,
voilà, ça me plaisait. Et t'étais à Paris? Non, j'étais à Caen, Ah, en ok. Normandie. Oui, donc je comprends mieux. Là, je comprends mieux le slow life. Oui, j'étais pas à Paris, là, j'ai jamais connu ça, donc j'aurais peut-être un discours différent. Et la Normandie, c'est pour moi une des régions où il y a le plus de chaleur humaine. Donc c'est magnifique que tu aies connu la France là-bas. Oui, c'était incroyable, même s'il fait pas très beau. Oui. Les gens sont très, très sympathiques. Ouais, le soleil est dans le cœur. Mm. Ensuite, je dirais que j'ai eu envie de rester et j'ai commencé à chercher un travail. J'ai trouvé à Saint-Étienne, donc c'est comme ça que j'ai Mm. atterri ensuite dans cette ville où finalement bah, j'ai créé Aves Formation en 2013 Mm. à Saint-Étienne. Et C'était puis déjà un pourquoi? travail dans la formation, il me semble. Oui, donc j'avais travaillé un petit peu dans la formation avant de me lancer. Où j'ai expliqué un petit peu cette expérience qui s'est mal terminée dans le sens où l'entreprise a déposé le bilan. J'ai appris que j'avais jamais été déclarée, que voilà, j'avais pas le droit au chômage ou quoi que ce soit parce que voilà, je n'existais pas dans Mm. le système, on va dire. C'était une mauvaise surprise, mais c'est ça qui m'a poussée à me lancer. Donc finalement, c'était un mal pour un bien, on va dire. Mm. Et c'est Et ça qui pourquoi t'a... je suis... Ah, pardon, désolée. Non, vas-y, c'est ça. Enfin, j'imagine que c'est à ce moment-là que tu as décidé de créer ton entreprise. Oui, c'est ça. Donc j'ai créé l'entreprise 3 mois après la fermeture de ce centre où j'étais salariée. Et puis je disais juste pourquoi je suis en Italie aujourd'hui, c'est que j'ai rencontré mon mari qui est italien. Et après quelques années de relation à longue distance, j'ai décidé de venir le rejoindre en Italie. Donc, t'es parti vivre en Italie avant le Covid? Oui, Ouais, hein. juste avant le Covid, c'était en été 2020. Ouais, Non, 2019, pardon. 2019. Ouais, Puisqu'après le Covid, c'était en 2020. ouais. Donc, bon timing. Oui. Merci, Elisabeth. Et alors, une question que je pose toujours à mes invités. Avec quoi t'aimerais que nos auditeurs repartent de notre conversation? Je me suis posé beaucoup de questions par rapport à cette question et j'ai décidé de m'engager à partager ma vérité et je voulais que les auditeurs sachent qu'il existe plein de vérités dans la vie en Mm. fait, que leur vérité est unique et valable aussi. Mm. Et que c'est peut-être la seule clé de l'accomplissement et de la réussite. Je pense. Alors, il y a en dehors de la vérité, de la Mm. maternité, de l'entrepreneuriat, on a beaucoup de points communs, mais on a surtout le point commun d'avoir passé le cap des 10 ans de l'entrepreneuriat, même si, bon, bah, moi, j'ai une entreprise individuelle, toi, tu as t'as une dizaine de salariés aujourd'hui dans ton équipe, donc c'est aussi beaucoup de responsabilités, beaucoup de management. Et en 10 ans, beaucoup de choses ont changé, aussi bien dans le secteur de l'accompagnement que de la formation, que de l'entrepreneuriat. Est-ce que tu aimerais nous rappeler un petit peu comment c'était d'entreprendre il y a 10 ans? Alors, déjà, quand je regarde ce que je fais aujourd'hui ou ce qui se fait dans les entreprises, quand on voit le marketing digital d'aujourd'hui et je pense à ce que je faisais il y a 10 ans, c'est rien à voir. Rien à voir.
Donc, il y a 10 ans, qu'est-ce que je faisais? Bah, je faisais partie de quelques réseaux physiques. Donc, je faisais Les locaux, des c'est ça, événements en local? de networking en local. Euh, j'ai même distribué des flyers. Ouais. J'ai eu des stands dans des salons, dans des foires. Même dans Avec des kakémonos, c'est ça? voilà, oui, c'est ça. Euh, donc, c'était beaucoup de réseautage, des, des events, des déjeuners, beaucoup de déplacements, Carte euh, de visite aussi, non? beaucoup de cartes de visite, voilà. Et puis, je pense qu'à l'époque, et peut-être encore aujourd'hui, on avait cette idée que bah, la manière de réussir en tant qu'entrepreneur, bah, il fallait avoir des locaux, il fallait avoir une équipe. On demandait, OK, tu as combien de salariés? Donc, il Mm. y avait toujours cette pression de devoir faire plus, d'avoir plus de monde, d'avoir de plus gros locaux ou un plus gros chiffre d'affaires, etc. Donc, j'avais cette impression à l'époque qu'il n'y avait qu'une seule manière d'entreprendre, alors que maintenant, j'ai l'impression qu'avec avec les réseaux sociaux, avec les outils qui sont disponibles aujourd'hui, il y a beaucoup plus de modèles et des façons différentes d'entreprendre Mm. et c'est très intéressant. Oui, et tu vois, ça me rappelle aussi quelque chose, c'est qu'il y a 10 ans, le statut de la micro-entreprise n'existait quasiment pas. Mm. Donc, entreprendre, ça devait tout de suite être, tu vois, avec une certaine envergure d'entreprise, un modèle économique, Mm. tu vois, le statut micro-entreprise et entreprise individuelle n'était pas si fréquent qu'aujourd'hui. Oui, donc il y avait quand même plus de risques parce que du coup, dans ce contexte-là, bah, j'ai pris tout de suite des locaux. Et comme Mhm. je me disais, OK, bah, ça va bien marcher selon mon business plan. Du coup, Mhm. il faut des locaux un peu plus grands, comme ça, j'ai de la place, on ne sera pas obligé de déménager, etc. J'avais un prêt bancaire à rembourser. C'était, voilà, c'est pas comme aujourd'hui où Et on puis, peut se t'avais pas de lancer. chômage. Oui, non plus. Tu étais obligé de réussir, en fait. Oui, 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 il fallait. Ouais. Et tu sais, finalement, c'est peut-être mieux comme ça, je trouve. Euh, Par expérience, je vois que les 2 années de chômage sont pas vraiment un cadeau pour les entrepreneurs. Disons que j'ai pas perdu de temps. Mm, mm, mm. Mm. Et tu as créé ton entreprise seule ou tu avais des associés au départ? J'avais des associés au départ. Mhm. C'est un peu particulier, donc je ne sais pas si je pourrais raconter toute l'histoire, mais c'était mon copain de l'époque et Mhm. son père qui, qui avait, voilà, qui m'avait aidé dans la création de l'entreprise, mais qui n'était pas forcément dans l'opérationnel, mais c'était plus par rapport au statut, en fait, pour que je sois protégée, que j'aurais, par exemple, le chômage si jamais ça ne fonctionnait pas, que j'avais un contrat de travail pour cette question de carte de séjour et toutes Oui, ces c'est vrai que tu avais choses-là. ça aussi, ouais. Qui est Donc, compliqué. ça m'a beaucoup aidé aussi. Mm. Et puis, c'est vrai que dans les années 2010, il y avait encore moins de modèles de femmes entrepreneurs qu'aujourd'hui. Ou en tout cas, enfin, c'est pas qu'il y en avait moins, c'est qu'elles s'exprimaient moins, elles étaient moins présentes sur les réseaux sociaux, puisqu'il y avait très peu de réseaux sociaux à l'époque. Mm, Et, et donc, c'est vrai qu'on avait beaucoup cette croyance du besoin des hommes mm, pour devenir entrepreneur, pour
être peut-être légitime, être crédible. Qu'est-ce que tu en penses? Clairement, je pense que si j'avais pas ces deux associés, j'aurais pas eu le prêt bancaire que j'ai pu Hmm. avoir. J'aurais peut-être pas eu ces locaux que je voulais. J'aurais été moins légitime aux yeux du banquier, du propriétaire des locaux, etc. C'est fou ça. Clairement, en C'est tant vrai que je me suis. qu'étrangère, femme de Ouais, 25 ans. ouais. C'est vrai que je suis très mauvaise pour me rappeler des chiffres, mais quand on voit passer les chiffres sur l'inégalité, la mixité, etc., on voit souvent comme quoi il y a. Enfin, attends, je vais reformuler ce que j'ai en train de dire là, parce que je parle dans tous les sens. Mais les investisseurs investissent moins chez les femmes entrepreneurs que chez les hommes. Donc, Oui, hmm. oui, oui, j'ai vu ça dans les articles. Est-ce que c'est le cas aux États-Unis aussi? Euh, je sais pas, je ne pourrais pas te dire, mais j'imagine que ça doit être pareil, hein. Même si peut-être que c'est moins flagrant, Mhm. je pense que c'est pareil. Donc, oui, c'est plutôt la culture occidentale qui Mm. entraîne ça, et donc patriarcale. Enfin, bon. Bref, ça, je le couperai, on s'en fout. Euh, donc, dans cet apprentissage de l'entrepreneuriat, sur ce chemin de 10 années d'entrepreneuriat, ça serait quoi les grandes leçons, en fait, pour toi? Sinon, si je peux juste revenir sur on va dire la femme entrepreneuse, je Mhm, pense aussi que au début, donc il y a 10 ans, j'avais j'avais pas de modèle. mhm, Donc, dans mon entourage ou des entrepreneurs que je voyais, c'était donc dans un premier temps mon copain et son père à l'époque, mais sinon des hommes autour de moi. Donc, comme je disais, j'avais l'impression qu'il y avait une seule manière d'entreprendre. Et, et en fait, je me suis renfermée parce que je n'aimais pas, je n'aimais pas ça. Je n'aimais pas, même si je faisais ces événements et tout ça, je n'aimais pas ce monde. Du coup, je me suis un peu renfermée. Et ce que j'aime beaucoup ces dernières années avec les réseaux sociaux aussi, c'est que c'est plus facile de trouver d'autres entrepreneuses, d'échanger avec d'autres personnes. Et, et c'est super parce que j'avais pas ça quand j'étais plus jeune. mm. Oui, parce qu'en fait, les modèles d'entrepreneurs que tu rencontrais, c'était type BNI, j'imagine. Oui, Voilà, donc quelque chose de très local et de très traditionnel dans l'entrepreneuriat. oui. Et Il y même avait, cette façon de voir les salariés comme un poids. Genre, quand j'ai échangé avec d'autres entrepreneurs, euh, ah, t'as combien de salariés? Ah oui, bah, plus tu as des salariés, plus tu as des problèmes. mm, Oui, ils ne veulent pas travailler, etc. J'aimais pas ça non plus, en fait, cette façon de voir mm, l'entrepreneuriat et l'entreprise mm. De voir les ressources humaines. et de voir, de tout voir tout le temps avec un point de vue négatif. Négatif, ouais, ouais. Et j'ai écouté un podcast dans lequel tu es intervenu qui parle d'inclusion. Et, et j'ai beaucoup aimé ce que tu partageais à propos de ton apprentissage du management, de la culture d'entreprise, du bien-être de ton équipe. Euh, est-ce que ça fait partie des principaux apprentissages que tu as fait depuis 10 ans? En fait, le lien à l'autre. Carrément. Et je pense que c'est un point négligé peut-être quand on se lance et quand on a une équipe, on se focalise peut-être trop sur la croissance, faire du chiffre,
la productivité, etc. Alors que la partie culture ou l'humain, etc., voilà, est souvent négligée, je pense, dans les formations qu'on peut suivre, dans je sais pas, sur les réseaux sociaux, ou quand on écoute des histoires d'entrepreneurs, etc., euh, on ne voit que qui est important, ou ce qui est un peu mis en avant, c'est cette, euh, cet aspect-là, le fait de pouvoir beaucoup vendre, euh, pouvoir faire du chiffre, quoi. Oui, faire de l'argent, ouais. Bah, c'est vrai Et que la soyons vie, honnêtes, c'est important quand même oui, c'est que important, voilà, oui. l'entreprise ne peut pas exister sans, Mhm. mais c'est c'est loin d'être la seule chose importante dans le fonctionnement de l'entreprise. Bah, on va dire que l'argent dans une entreprise, c'est un peu comme l'air qu'on respire. C'est ce qui permet aussi à l'entreprise de vivre et Mm. d'exister. Euh, mais comme nous, on n'existe pas juste pour respirer de l'air, une entreprise n'existe pas juste pour faire de l'argent, en fait. Il y a autre chose. Pour moi, une entreprise, elle existe parce qu'elle a une mission sociétale, parce qu'elle est là pour contribuer à un collectif, à une société, à un mieux pour tout le monde. Ce qui, Mm. malheureusement, n'est pas le cas de toutes les entreprises, mais idéalement, dans mon monde idéal, chaque entreprise devrait avoir d'abord une mission sociétale. Mm. Mais c'est vraiment une grosse remise en question. Et je vois que, bah, très honnêtement, j'ai fait plein d'erreurs en tant que manager en 10 ans. Et que aussi, on peut dire que c'est normal à 25 ans et sans expérience. Je ne savais pas manager. Donc, j'ai appris en faisant des erreurs et en me formant. Donc, j'ai suivi des formations en permanence. Donc, Mm. même aujourd'hui, je sais que c'est jamais fini, en fait. L'entrepreneuriat, c'est un apprentissage Mm. permanent et une remise en question permanente. Et d'autant plus quand c'est ton cœur de métier. Oui, effectivement. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais nous partager d'autre à propos de tes apprentissages d'entrepreneur? Je pense que dans nos vies, donc avant de se lancer, on a l'habitude de, de faire des choses, par exemple, quand on était à l'école, si c'est passer un examen ou quand on est salarié, peut-être on travaille sur un projet, même dans nos vies, peut-être un événement sportif. Donc, on a l'habitude d'avoir cette période de préparation et puis ensuite de réalisation. Et il y a un début et une fin. On s'habitue à faire des efforts très importants pendant une certaine période et on se dit que c'est normal, en fait, c'est comme ça. On a pris cette habitude depuis tout jeune. Et on peut croire que l'entrepreneuriat est comme ça aussi. Quand on se lance, on dit, allez, c'est un projet, il faut y aller à fond, je donne tout, Mm. et puis ça va payer plus tard. Mm. Et, et on a l'habitude peut-être à négliger certains besoins ou certaines choses ou à même se sacrifier et dire mes besoins ne sont pas importants aujourd'hui parce que je dois vraiment tout donner pour ce projet. Et quand je serai à la finish line, là, Mm. je pourrais prendre soin de moi ou je Ouais, c'est ça. pourrais fêter ça. Mais Plus tard, ça ira mieux. oui, mais non, mais non, en fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Mm. Et, et voilà, juste pour dire que l'entrepreneuriat, c'est vraiment un chemin, c'est pas un but, en fait. On n'arrive pas à la finish line. C'est, Il n'y a pas de finish line. Ouais. voilà. Et qu'il faut du coup prendre soin de soi
Ouais. écouter ses besoins, son corps, etc., c'est une chose qu'on doit privilégier dès le départ. Parce que si on, on ne prend pas soin de soi, on, bah, on va avoir des périodes plutôt difficiles où on a du mal à s'en sortir. Et qu'est-ce qui t'a permis de prendre conscience de tout ça? Je pense que c'est le temps aussi. Mhm. Quand, par exemple, on parlait de nos 10 ans, et quand on passe des caps comme ça, quand on se dit, OK, ça fait 10 ans que je fais ça, donc je n'ai plus le droit de dire, je vais faire ça un petit Oui. peu et puis ça ira mieux plus tard. OK, ça fait 10 ans déjà. Mhm. Du Ouais. coup, plus tard, c'est quand? Euh, et s'il n'y a pas de plus tard, on fait comment? Mm. Donc, je pense que c'est voilà, le temps. Et quand on fait ça pendant longtemps, on se dit, oh, hey, stop, en fait, on ne peut pas continuer comme ça. Est-ce Et que... mm, Vas-y, vas-y. non, j'allais dire que voilà, j'ai fini aussi par faire un burn-out et je ne pouvais plus continuer. Mm. Ton burn-out, c'était en quelle année? C'était en 2020 non, Deux. C'était l'année c'était dernière? l'année dernière. Ouais, c'était C'était la- l'année dernière. Donc... C'était l'année dernière, mais j'ai l'impression que c'était il y a longtemps déjà. Et c'était un peu la question que je voulais te poser. Euh, Parce que, bon, je crois qu'on ne l'a pas encore dit, mais tu as deux petits bouts de chou, il me semble, Oui, qui Mm. sont bébés, qui ont, c'est ça, 1 an et 3 ans. Oui, c'est ça. Et la question que je voulais te poser, parce que je me la pose aussi à moi. Moi, j'ai fait un burn-out aussi en 2017. Euh, Est-ce que d'après toi, on aurait vécu un burn-out si si on n'était pas devenu maman? Peut-être ou peut-être pas. Mhm. Je pense que si j'ai vécu un burn-out, c'est parce que déjà dans un premier temps, je n'arrivais pas à, à lâcher prise sur certaines choses et je n'arrivais pas à prendre du temps pour moi déjà. Donc j'étais déjà un peu à la limite, quoi. Mhm. Même si, OK, je pouvais rattraper, je pouvais, par exemple, dormir tout un week-end si j'étais épuisée parce que j'avais trop travaillé la semaine. Mais bon, c'est ça, c'est pas ça, prendre soin de, de sa santé mentale. Donc, je pense que déjà, j'avais pas la meilleure hygiène de vie et que le fait de devenir maman, c'est certainement ça qui a fait basculer la balance, Mhm. mais j'étais pas loin déjà. Mhm. Bah, tu as Et quand même tenu que, 3 ans de plus et voilà. et deux grossesses. Mm. Oui, Détail. petit détail. Tu vois, tu avais encore beaucoup de capacités. Mais le burn-out, je pense que c'est pas une chose qui arrive du jour au lendemain. Non, c'est sûr, C'est une sorte de cumulation ouais. Mm. des choses et qu'il y a des signaux, il y a de la fatigue depuis longtemps déjà. Donc, on le sait, mais comme on ne sait pas quand ça va casser, on ne sait pas où est la limite Ouais. exactement. On se Oui, dit, puis bah, je vais continuer on pense toujours qu'on va continuer à se dépasser, à aller un petit au-delà de peu nos plus. capacités. Hein. Et je Je dois me peux encore, je montrer peux encore. forte. C'est OK, tout Exactement. va bien, Ouais. je Et gère. puis, je dois montrer que je suis capable. Mm. Ouais. Mm. Et Mais de toute façon, pour moi, l'entrepreneuriat et la maternité sont les chemins initiatiques les plus puissants qu'on puisse expérimenter dans notre vie. Alors, il y en a d'autres, hein, bien oui, sûr, hein, je ne dis pas qu'il n'y a que ça. Mais mm, parce qu'il y a la maladie, le deuil, etc. aussi. Hein. oui. Mais donc, c'est quand on vit ces deux chemins initiatiques en parallèle, c'est ouais, c'est quand même de gros, gros challenges.
Et ça nous ramène à notre vérité et à l'amour de soi. Mm. Pour toutes les femmes qui nous écoutent et qui sont hypersensibles, moi je le suis aussi. D'accord. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais leur donner comme conseil en tant que chef d'entreprise? Il faut s'écouter. Il faut vraiment faire. Il faut vraiment s'écouter. Et que il faut aussi s'autoriser à prendre des petits moments pendant la journée du travail. Ça a été très difficile pour moi au début. Je culpabilisais trop. Je disais, OK, pendant la journée, j'ai pas mes enfants, c'est plus calme, mais il faut que je travaille parce que voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut que je sois productive. Il faut y aller. Mais en fait, j'ai vu que j'étais mieux déjà dans ma peau, si tu veux, et aussi dans la gestion de l'entreprise quand je prenais du temps pour moi et pendant la journée. Et pourquoi je dis ça? Parce que voilà, on sait que le soir, le week-end, quand on est en famille, c'est compliqué. On ne peut pas faire comme on veut. Donc, si c'est pour faire une pause, pour faire du sport, faire un peu de méditation, pour lire, etc., pour m'isoler, pour profiter de ces moments de silence. Parce que même ça a été difficile, très difficile pour moi de devenir maman, d'avoir deux petits garçons à la maison. Il y a beaucoup de bruit et c'est Beaucoup de bruit très, et ça bouge très tout le temps. fatigant, Ouais. ce bruit constant pour moi. Donc, juste prendre quelques instants pour profiter des moments de silence. Mm. C'est super. Donc, vraiment de s'écouter et de prendre ces moments, parce qu'il les faut, en fait. De ne Et pas là, culpabiliser. on profite quand ils font encore la sieste. Tu vois. S'ils font la sieste en Ils même font temps. la sieste. Je me souviens d'Edgar quand il faisait la sieste le matin et l'après-midi. Je disais, mais c'était le rêve. Euh, Moi, je me demande si je me mets dans ta peau à toi. Je me dis, une chef d'entreprise, maman, qui vit dans un autre pays que son entreprise, qui a une équipe, qui a une notoriété, plus de 10 000 clients, plus de 10 000, alors je sais pas comment tu les appelles, c'est des clients, des alumni, Des stagiaires. des stagiaires, voilà, c'est ça. Plus de 10 000 stagiaires formés en ces 5 dernières années. C'est quoi, en fait, tes obsessions au quotidien? À quoi tu penses le plus souvent dans ton quotidien? Honnêtement, je pense que je dirais mon équipe. Que ça a beaucoup changé aussi depuis le burn-out et le Covid et tout ça. Toutes ces questions autour de la santé mentale, du bien-être et tout ça. Je, je suis obsédée par ça, Mm. par cette question, est-ce qu'ils vont bien? Mm. Ouais, et d'ailleurs, ça Et m'a beaucoup touchée parce que quand on a préparé ce podcast ensemble, euh, tu m'as dit, c'est important pour moi aussi que ce que je vais dire puisse être aligné à mon équipe, que voilà, parce que j'en suis responsable et voilà, et ça m'a touchée en fait que tu le dises et que tu t'en préoccupes. parce que pour moi, c'est vraiment peut-être au début, quand j'étais seule, où je faisais beaucoup de formations, c'était ça ma réussite, en fait, de voir la réussite de mes stagiaires, de voir, OK, cette personne qui, au début, était très timide, maintenant, on arrive à s'exprimer en anglais, il y a eu un bon score TOEIC et tout ça, c'était ça, mon obsession au début, et ma réussite et ma voilà, la chose T'es obsédée. ouais, oui, c'est ça. Et aujourd'hui, je ne fais plus de formation auprès des clients.
Mais mon obsession, c'est ça. Est-ce, est-ce que tout le monde va bien? Est-ce qu'ils réussissent? Est-ce qu'ils s'épanouissent? Et, et c'est incroyable aussi de voir l'évolution de ces personnes, de voir où elles étaient il y a quelques années et où elles sont aujourd'hui. De, Hmm. de voir cette évolution, c'est vraiment quelque chose. C'est beau. Et est-ce que, euh, est-ce que ça pourrait révéler euh, la nouvelle mission d'Aves? Quelque chose comme le bien-être des équipes, l'épanouissement des équipes, la santé mentale, en termes de formation, d'accompagnement des entreprises. Je pense c'est un sujet qu'on travaille actuellement. Donc déjà, dans un premier temps, via notre podcast, la Rama Salariale, qui traite ces sujets-là. Et on souhaite éventuellement créer de nouvelles formations ou accompagnements sur ces thématiques. Mhm. Et on va mettre d'ailleurs le lien du podcast dans la description. Super. Je sens qu'il y avait autre chose que tu voulais dire. Je sais pas. Il y a vraiment quelque chose qui est là parce que c'est pas tout le monde, c'est pas tous les chefs d'entreprise qui parlent comme ça avec autant d'amour de leurs équipes. Ça fait peur aussi. Ça fait peur d'un côté. Comme je disais, je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs et que je vais continuer à en faire. Donc, c'est aussi m'exprimer, sachant ou disant que je suis imparfaite d'un côté Mm. et d'un autre côté, voilà, qu'est-ce que ça veut dire avoir de l'amour pour son équipe et je sais que il y a des personnes peut-être qui vont partir ou qui vont rester plus ou moins longtemps que d'autres et que ça fait partie de la vie de l'entreprise. Mm. Et, et voilà, ça fait peur bah, d'oser aimer ces personnes. Mm. Et Pourquoi ça fait peur, Elisabeth? je pense que c'est parce qu'aussi j'ai une responsabilité envers ces personnes, mais aussi parfois il faut prendre des décisions difficiles Mm. et que certaines décisions euh, peuvent être difficiles à comprendre. Mhm. Euh, et c'est peut-être ça qui fait que on est dans une position assez compliquée en tant que chef d'entreprise. Alors que on, on est proche de nos équipes, mais au final, quand il faut prendre une décision, c'est notre responsabilité. Mais oui, parce que bah déjà, parfois, l'amour, c'est aussi dire non. Mm. Et, et puis, il y a aussi l'amour de ton entreprise. C'est compliqué de concilier l'amour des personnes et de l'entreprise. Parfois, ça crée des bugs, peut-être. C'est ça que tu nous dis aussi? Oui, ou aussi des besoins personnels. Peut-être que moi, comme je disais, le fait que je sois hypersensible, moi, de passer toutes mes journées en réunion et tout ça, je ne peux pas. Je fonctionne mieux en asynchrone ou euh, je vais préférer l'écrit plutôt que l'oral, etc. Mhm. On va parfois avoir des préférences ou des besoins personnels et on ne va pas pouvoir, comme tu dis, répondre à oui à chaque fois. Parfois, on doit dire non aussi pour Oui, soi. oui. Oui, parce que Donc, là, c'est aussi l'amour de l'amour de soi. soi-même Tout aussi. à fait. Ouais, c'est vrai.
c'est vrai. Et c'est d'ailleurs avant tout l'amour de soi, avant même l'amour de l'entreprise et des équipes. Mais je pense que j'ai souvent négligé ce point et que l'amour de soi, c'est peut-être le point le plus difficile pour moi. Mhm, mhm. Oui, je pense que c'est peut-être le point le plus difficile pour beaucoup de personnes et peut-être même pour beaucoup de femmes. Oui, je pense aussi. Et justement, à propos de tes besoins à toi et de l'amour de toi, avec l'expérience que tu as aujourd'hui de travailler à distance, est-ce que finalement c'est un cadeau pour l'amour de soi ou est-ce que c'est plus compliqué? Pour moi, ça fait du bien Mhm. d'être au calme, de ne pas avoir des distractions, du bruit, des odeurs, tout ce qui va avec le fait de travailler en open space. Mm. C'est difficile pour moi. Mais on a quand même des locaux. Et si je regardais ça d'un aspect business, je pense que je pourrais dire, bah, les locaux, on va pas les garder parce que ça coûte cher et que tout le monde peut très bien travailler de chez soi. Mais je sais que pour certaines personnes, ils préfèrent venir au bureau et travailler en présentiel. Et du coup, j'ai du mal à prendre cette décision-là. En fait, j'ai choisi ou j'ai préféré garder quand même mes locaux, même si je suis pas là, et que il y a la moitié de l'équipe qui est en télétravail, mais je sais que l'autre moitié aime beaucoup avoir la possibilité de se retrouver régulièrement en physique. Mais je pense que le vrai luxe, il est dans le choix en fait. Oui, Il y a enfin, être tout le temps, je pense qu'être tout le temps seul chez toi, c'est pas forcément le mieux. Être tout le temps en open space, c'est pas forcément le mieux non plus, mais de pouvoir choisir. Alors bon, toi, t'as un petit peu de route à faire oui. pour aller les retrouver, mais oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être un des cadeaux de la crise sanitaire, c'est aujourd'hui d'avoir le choix de son mode de travail. Après, la difficulté pour nous, c'est voilà, de voir comment on opérait dans ce monde hybride avec Mhm, des personnes qui sont dans les locaux, en télétravail, etc. De mhm, trouver l'équilibre dans tout ça. mm. Oui, et puis je trouve que ça apporte aussi sur tout l'aspect amour de son équipe. C'est euh, c'est intéressant de trouver des façons de travailler ensemble alors que tout le monde n'est pas physiquement au même endroit, que tout le monde n'a pas les mêmes besoins, que tout le monde n'a pas la même sensibilité, que tout Mm. le monde n'a pas la même façon de travailler non plus. Et déjà que c'était complexe de coordonner plusieurs êtres humains dans une entreprise en présentiel. Maintenant, il y a Oui, aussi l'aspect distance ou en ligne, parce que tu as aussi tes stagiaires qui sont, j'imagine, aujourd'hui beaucoup plus en ligne qu'en présentiel. oui, effectivement. Pour les formations, on est à 95% en ligne. Mm. Ça, c'est un sujet qui m'intéresserait, tu vois. Comment, comment transmettre l'amour à ses clients, à ses équipes, à distance? Je pense qu'on arrive quand même à le faire Mm. parce que quand je vois des retours, des avis, des formations, etc., je vois souvent des noms des formateurs qui sont cités. Par exemple, on a une formatrice d'Excel, Aurélie, qui est souvent citée dans les avis. Elle était hyper patiente, elle est à l'écoute, c'est super, c'est de la bombe. Donc, par Mm. exemple, une formation d'Excel qui est de la bombe, j'ai jamais vu ça. Pareil, on a notre formateur d'anglais, Josh, qui est souvent cité aussi dans les avis, qui disent bah, il est à l'écoute, il est très patient, etc. Euh, donc, je pense que c'est aussi une qualité qu'on recherche quand on va recruter des formateurs,
C'est pas forcément les compétences techniques, mais est-ce que cette personne est patiente et à l'écoute? Mmh. Et ça, on peut transmettre en ligne comme on peut en présentiel, en fait. Oui, puis après, je crois que tu as mis en termes de management et d'amour de ton équipe, il me semble que tu as mis aussi quelques petits rituels en place. Oui, J'avais entendu parler de ton rituel du vendredi. Tu as envie de nous le partager, ça? oui. Donc, on a tous les vendredis ce qui s'appelle le Kudos Friday. Et du coup, on communique sur Slack en interne pour les messages entre nous ou dans des canaux sur les sujets spécifiques, etc. Donc, on a un canal dédié pour le Kudos Friday avec un petit bot qui nous dit: Hey, Ah. hey, c'est le Kudos Friday, tu veux donner des kudos? Et ça, en gros, c'est l'occasion de remercier un collègue ou de féliciter aussi, de fêter un peu ensemble les réussites, de parler de nos projets en cours, etc. Mmh. Donc ça, c'est sympathique. On a commencé aussi récemment à faire le canal Monday Mood. Donc tous les lundis, pareil, on partage un peu ce qu'on a fait pendant le week-end avec des photos, des petits messages ou parfois des chansons pour nous booster, etc. Le lundi. Mmh, c'est sympa ça. En fait, il pourrait y avoir un canal par jour. Mm. Hem, Et tout ça, je pense que on s'est rendu compte que quand on est dans les locaux, c'est facile de se croiser, de parler de tout ça. En fait, le lundi, demander à ton collègue à côté de toi, à passer un bon week-end. Mais quand on est en télétravail, on perd peut-être cette mmh, habitude. Donc, on a ouais. voulu mettre ça en place de façon, si je peux dire, formelle, informelle, dans le sens où c'est formel, on définit les rituels, mais informel dans le sens où bah, il n'y a pas d'obligation, où on peut dire ce qu'on veut, etc. Mmh. Néanmoins, le fait de mettre ça en place, on sait que ça existe, on sait qu'on a des occasions d'échanger avec nos collègues sur des sujets non liés au travail. Oui, et puis, en fait, vous avez pas la machine à café où normalement c'est là qu'on se retrouve pour tous les sujets informels. Mhm. Moi, c'est ce qui m'a manqué le plus d'ailleurs quand je suis devenue entrepreneur. Et puis avoir ce tu vois, ce petit moment à la machine à café où tu rencontres les autres. Mm. Et à propos d'amour encore, bon, tu sais, les auditeurs de ce podcast, ils ont l'habitude qu'on parle d'amour à propos de l'entreprise et de l'entrepreneuriat. Hem, Moi, j'ai une perception de l'entreprise aussi, dans un aspect énergétique, vibratoire ou systémique. Mhm. Pour moi, une entreprise, c'est un organisme vivant qui, qui a sa propre croissance et qui se nourrit et qui grandit. Et j'aime bien poser cette question aussi à certains invités de quelle est, heu, quelle est ta relation avec ton entreprise? C'est, c'est très intéressant et je pense que ça change beaucoup en 10 ans. Qu'il y a eu des périodes où j'avais l'impression de ne plus aimer mon entreprise Mmh. ou des périodes où je ne savais plus quelle était ma place dans cette entreprise. Donc, il y a beaucoup de changements en 10 ans et c'est normal, je pense. Et voilà, c'est une chose qui est en constante évolution. Et que, voilà, comme je disais, il y a eu beaucoup de changements. Je ne sais pas
si tu aimerais creuser un peu plus un certain point, mais ouais, je sais que qu'il y a eu des périodes où j'avais l'impression, voilà, de ne plus avoir ma place ou de me dire pourquoi je fais ce que je fais, je sais plus. Hmm, Et je pense que ça arrive à tout le monde. bien sûr. Ouais. Dans notre épisode aussi avec Claudette Lauvencin, par exemple, de Fempo, elle avait exprimé ça, de plus savoir où était sa place Mm. dans l'entreprise. Et, et donc, bah, d'après ce que tu dis, j'imagine que c'est arrivé plusieurs fois en 10 ans, Oui. que ta place, elle a évolué, que ton rôle aussi au sein de l'entreprise a changé, a évolué. Comme tu le disais, aujourd'hui, tu as plus un rôle de management Mhm. que tu n'es plus dans l'opérationnel du métier de l'entreprise. Mhm. Quelles sont les ressources intérieures qui t'ont permis à chaque fois de retrouver ta place ou de la redéfinir? Je pense que depuis le début, j'ai toujours essayé de séparer mon identité et l'identité de l'entreprise à un Mm. maximum, même si on peut peut-être jamais le faire à 100%, mais il y avait l'entreprise et il y avait moi. Et à chaque fois que je traversais, on va dire, une sorte de, de crise existentielle où je cherchais où est ma place, ou c'est quoi mon why et tout ça, j'essayais vraiment de me regarder moi et de savoir ce que je voulais dans tout ça et pourquoi je faisais ce que je faisais. Même si parfois c'était pas en lien avec l'activité de l'entreprise, comme maintenant on parlait de nouvelles thématiques de formation qu'on n'avait jamais fait auparavant et, et j'ai pu me rendre compte en fait de cette envie, de cette ambition en faisant cet exercice, en, on va dire en me regardant moi, ce que j'ai envie de vivre, de faire. Où je veux aller, etc., sans rester, euh, sans rester, comment dire, fixé ou, genre de ne pas être prisonnière, de dire, OK, bah, l'entreprise est comme ça, on a toujours fait comme ça, du coup, je ne peux pas changer. Mm. Euh, Donc ça voilà, serait d'essayer de... Mm, d'accepter le changement oui, ça, et il faut. d'oser, en fait, oser le changement. Le changement, c'est peut-être le seul constant dans l'entrepreneuriat. Mm. Et dans la vie, d'ailleurs, dans la vie en général. Oui. Est-ce que, est-ce qu'il y aurait un cycle? Est-ce que tu vois qu'il y a peut-être toujours la même durée ou la même période de temps entre deux crises de sens, on va dire, deux crises identitaires? Je me demande si c'est pas pareil dans la vie, en fait, quand on parle, par exemple, de la crise de la quarantaine. Mm. Je pense que tout court, dans la vie, on a des périodes de remise en question, de changement, etc., naturellement. Mhm. Et du coup, c'est normal aussi de voir ça dans l'entreprise, Mhm. de ne pas vouloir que tout reste tout le temps pareil, mais d'accepter ces changements et ces cycles naturels. D'accepter, ouais, d'accepter l'évolution, d'accepter la croissance naturelle, l'expansion naturelle des choses, aussi bien en soi qu'au sein du système de l'entreprise. Hem, il y avait autre chose qui me venait, mais j'ai oublié, donc tant pis. Sinon, ce que j'ai aimé aussi dans l'épisode avec Claudette, c'est qu'elle a parlé du choix d'arrêter. Ouais, mmh. Et je me suis posé cette question aussi. Mmh mh. Donc, quand j'ai fait le burn-out, je me suis demandé si je ne voulais pas arrêter mon activité. Mmh. Et j'ai décidé en fait de me laisser le temps de prendre cette décision. Je me suis dit, OK,
je pense vouloir arrêter. Mais je sais aussi que je vis un moment difficile. Donc, je me laisse cette année pour voir l'évolution, en fait, de voir comment je me sens, si j'arrive à m'en sortir, si la suite devient plus claire pour moi, etc. Donc, un peu comme elle disait, de prendre la décision, d'écouter cette petite voix, mais quand même ne pas précipiter, en fait, de ne pas prendre trop vite la décision. Mais je pense que les deux décisions sont valables aussi. On peut Mhm. très bien décider d'arrêter son activité et tout est OK, en fait. Tout est possible et tout est valable. Si j'avais décidé d'arrêter, j'aurais été heureuse comme je suis aujourd'hui, ayant décidé de continuer. Les 2 sont possibles. Est-ce que est-ce que tu as vraiment décidé ou est-ce que finalement, il n'y avait pas de choix? Je pense que j'ai décidé Mhm. et que vraiment à un certain moment, j'étais sûre de vouloir, arrêter et vendre l'entreprise et mmh et j'aurais pu, hem et je pense que j'aurais bien vécu ça aussi Mhm. parce que je me connais et je sais que voilà, quand je 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 prends une décision, quand je vis un changement, je sais que ça se passe bien quand même, de toute manière. Hem, mais la décision de continuer dans cette aventure, c'était aussi la réalisation que je pouvais pivoter en fait, que cette activité qui existe, qui est là depuis, depuis 10 ans maintenant, peut évoluer et peut aller, là vers, ce que j'aimerais faire. Mhm. Est-ce que est-ce que c'est ton pourquoi qui t'a aidé dans cette décision? Comme si ton pourquoi aujourd'hui était toujours aligné à la mission de l'entreprise ou à son potentiel en tout cas? Oui et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé, l'épisode avec, Alexandre pour ça, parce que Mhm. je me suis beaucoup retrouvée dans ce qu'il a dit. Hem, c'est un peu pareil où au début, aider les personnes à progresser en anglais, par exemple, c'était super. J'adorais, accompagner les stagiaires, leur, transmettre, hem, mes compétences, mes connaissances et cetera. C'était super. Mais en fait, aujourd'hui, j'ai envie d'aller plus loin, que j'aimerais pas juste, aider une personne à progresser en anglais, mais j'aimerais avoir un impact sur, des entreprises, sur des structures, sur des Mhm. équipes Mhm. et et voilà, c'est toujours cette question de pourquoi et je pense que ce pourquoi, voilà, mon ambition aujourd'hui a, évolué et j'aimerais avoir un impact plus important sur, sur le sur le monde aussi, si je peux dire ça comme ça. En fait, Bien j'aimerais sûr, avoir un oui. impact sur le monde, professionnel encore plus important Mmh. que ce qu'on a pu avoir ces dernières années. En quoi c'est important pour toi d'avoir, un plus grand impact sur les entreprises, sur les équipes et sur le monde? C'est difficile comme question. Je pense que dans un premier temps, j'ai accepté que j'ai la capacité de le faire, que Mmh. peut-être que parfois on se fait, petit sans Mmh. sans le sans se rendre compte ou sans le vouloir, on se met des limites Moi aussi parce et on a été éduqués comme ça. oui Mmh. et j'ai compris ou je vois qu'il n'y a pas de limite et que même,
une petite entreprise stéphanoise peut avoir un impact sur le monde professionnel en France. J'y crois, donc déjà dans un premier temps. Et après, quand je vois autour de moi ce que les personnes vivent ou qui ont pu vivre dans les entreprises, des situations difficiles, des témoignages qu'on a pu récolter pour le podcast, j'ai du mal, enfin, c'est peut-être mon côté hypersensible, mais j'ai du mal à accepter ça, en fait, de me dire que c'est comme ça a toujours été comme ça, on peut rien faire. J'ai vraiment du mal à accepter ça. Je pense qu'on peut agir et je pense qu'on a le devoir au moins d'essayer. Et qu'est-ce qui est à la clé de ça? D'agir, tu vois, dans ce côté... Bah, je pense que c'est l'amour aussi. Ouais, voilà. En fait, il est là ton pourquoi. Comme Alex. Comme moi. Ouais. Et c'est trop bien bah, de le voir, en fait, de le voir et de le savoir et de le vivre et de se dire, bah, vas-y, on y va. Mm. Et oui, et oui. Et tu vois, moi, il y a une question que je pose souvent quand les gens me disent oui, mais bon, l'amour, on n'est pas dans un monde de bisounours ou ça fait percher ou ça fait pas sérieux. Et je leur réponds toujours oui, mais en fait, quand on ne sert pas l'amour, on sert quoi? Et on vit dans le monde qu'on crée. Exactement. Et de ne pas avoir choisi l'amour et de ne pas avoir fait de l'amour une priorité dans notre société, bah voilà ce qu'on a créé aussi. Mm. Pour moi aujourd'hui, en 2023, il n'y a pas d'autre option possible, en fait. Et en tant qu'entrepreneur, notre vraie mission, elle est là. De faire de l'amour une priorité dans ce monde. Quel objectif. La bonne nouvelle, c'est qu'on est plusieurs. Et j'aurais pu appeler ce podcast aussi Amour. Mais Je pense. je pense que pour moi, l'amour, c'est la vérité. Tu vois. Donc, Mm. merci en tout cas, Elisabeth, pour toute ton authenticité, toute ta vérité dans cette conversation. Je pense qu'on pourrait encore parler pendant longtemps et avec grand plaisir d'ailleurs. On pourra peut-être même faire peut-être un autre épisode plus tard. Euh, Est-ce que tu aimerais nous partager quelles sont tes priorités pour ces prochains mois? Bah, je pense que c'est vraiment continuer dans nos projets qui sont en cours, qui sont du coup le podcast et la création de nouvelles formations autour du bien-être et du management, des méthodes un peu nouvelles, on va dire. Des formations d'amour, en fait. C'est ça, dis-le. Yes, L'amour en c'est ça. entreprise. Magnifique. Euh, qui est-ce que tu aimerais entendre dans ce podcast comme entrepreneur ou chef d'entreprise? Je réfléchis. Tu peux aussi dire personne parce que ce podcast est nul, tu vois. Non, certainement pas. En fait, j'avoue que j'ai beaucoup aimé l'épisode avec Claudette et que j'ai hâte aussi d'écouter l'épisode avec Gwenaëlle. Et, et voilà, j'avoue que j'aime bien écouter des histoires d'entrepreneurs Hmm. parce que, comme je disais, on a peut-être moins de modèles et des mamans aussi
savoir un peu si, si on n'est pas les seuls à avoir fait un burn-out après la maternité, par exemple. Ça, c'est sûr. Le burn-out vient de la maternité ou de l'entreprise? Un futur épisode. Ah ouais, je pense qu'on pourrait faire une table ronde sur ce sujet. Mm, mm. Et est-ce qu'il y a des modèles de femmes entrepreneurs qui t'inspirent aujourd'hui? En fait, honnêtement, je vois, par exemple, sur les réseaux sociaux, je vois beaucoup de femmes solopreneuses. Mhm, Et je ne connais pas, ou je connais peu de femmes chefs d'entreprise qui ont donc les mêmes, on va dire un peu les mêmes problématiques ou les mêmes expériences, etc. Donc mhm, plus, bah, je dirais des chefs d'entreprise, de PME ou même de, de grosses entreprises ou de start-up, des femmes de profils différents, je dirais. mhm. Oui, et c'est mon intention de les avoir aussi dans ce podcast. Avoir des modèles d'entreprise autres que des entreprises d'accompagnement, en fait. Même si tout est intéressant, hein, pas pour dire Ouais, ça, mais pour avoir voilà, plusieurs modèles et ouais, plusieurs visions. tout à fait. Tout à fait. J'ai quelques noms en tête, j'en ai 3. J'espère qu'on les accueillera dans le podcast cette année. Et puis pour terminer, ma chère Elisabeth, avec quoi toi tu repars de cette conversation? Je dirais une légèreté. C'est peut-être la première fois que j'admets que l'amour est au centre de mon entreprise, mais ça fait du bien de le dire. Hmm, carrément, carrément. Et puis tu reviendras nous dire ce que ça change dans ta posture et au sein de l'entreprise et pour les équipes, ce que ça change de l'assumer encore plus. T'es d'accord? Oui, je pense que on- ça pourrait être intéressant de refaire, par exemple, avec des invités, tu refais dans un an Oui, un, un un an deuxième après. échange avec eux. Un peu comme les émissions de télé, tu sais. Oui. Que sont-ils devenus? Mais tu sais, j'ai pour projet, je le dis officiellement là, aujourd'hui avec toi, j'ai pour projet de trouver des solutions pour concilier aussi bien le podcast en ligne, donc digital, que des rencontres en présentiel. Et voilà, tu vois, faire rencontrer aussi bien les invités que les auditeurs. Euh, D'accord, oui, c'est donc voilà, intéressant. effectivement. Et ce thème de que sont-ils devenus, ça peut aussi être intéressant de le faire en présentiel. Parce qu'il y a quand même Super. beaucoup de points communs entre vous. Euh, Oui, il y a des thématiques qui ressortent quand même de façon assez claire. Et je me demande d'ailleurs, tu vois, ce que ça sera après peut-être, je sais pas, 50 épisodes. Donc, euh, donc voilà. Euh, Est-ce que tu avais envie de nous dire autre chose pour terminer, Elisabeth? juste peut-être pour la personne qui écoute que là où tu es aujourd'hui, c'est très bien. C'est très bien. Qu'il faut qu'on soit un peu moins dur avec nous-mêmes et qu'on prenne un petit moment déjà pour être fier de soi et du chemin parcouru et que c'est déjà, c'est déjà super d'être là où tu es aujourd'hui. Un grand merci, Elisabeth, et puis à très bientôt. Merci à toi. Bye bye. Quelle belle conversation. J'espère que ça vous a plu. Euh, Merci de nous envoyer vos feedbacks, vos impressions, vos questions. Vous savez à quel point c'est précieux parce que ce podcast existe pour créer les conversations, aussi bien avec les invités, mais aussi avec vous. Parce que c'est ensemble qu'on change le paradigme et qu'on montre une autre facette de l'entrepreneuriat. Pour contacter Elisabeth,
vous pouvez, comme indiqué dans la description, la suivre sur LinkedIn. Moi, j'aime beaucoup les posts qu'elle partage. Elle est aussi engagée à lutter contre les stéréotypes et elle prône le bien-être et l'épanouissement au travail, la santé mentale des équipes, comme vous avez pu l'entendre dans notre conversation. Et puis, sinon, par email, à l'adresse edoyle@avesformation.com, vous avez tout dans la description. Pour me contacter, pour me poser vos questions, m'envoyer vos retours, ou si vous voulez être invité sur le podcast, c'est directement sur ombeline@nous.ceo. Je vous retrouve très très bientôt pour un prochain épisode.